Lorsque les légions romaines quittèrent les côtes de la Bretagne en l'an 410 pour ne jamais revenir, elles laissèrent derrière elles plus que des ruines. Elles laissèrent un héritage. Dans leur sillage, une culture romano-britannique distincte a émergé, façonnée par l'introduction romaine de l'agriculture avancée, de l'urbanisme, de l'artisanat industriel et de l'architecture monumentale. Cette culture a prospéré dans la province de Britannia, une fusion unique du raffinement romain et des anciennes traditions celtiques des autochtones bretons. Pourtant, peu de temps après le départ de Rome, des vagues d'envahisseurs arrivèrent d'au-delà de la mer du Nord. Les Angles, les Saxons et les Jutes, des tribus originaires de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et le Danemark, se sont abattus sur cette terre affaiblie. En l'espace d'une génération, ils avaient pris le contrôle de la majeure partie de la Britannia, repoussant le peuple romano-britannique vers les marges du territoire. Beaucoup furent réduits en esclavage ou tués, d'autres s'enfuirent vers l'ouest pour échapper à l'avancée implacable. De ce chaos est né un nouvel ordre. Des royaumes tels que Deira, Bernicia, Mercie, Wessex, Kent et Est-Anglie prirent racine, marquant la naissance de ce qui deviendrait un jour l'Angleterre. Ceci est l'histoire des guerriers, des rois et des marins païens qui ont traversé des eaux tumultueuses pour conquérir et s'installer sur une terre étrangère. Ces pillards ne se contenteraient pas de prendre la terre, ils en feraient la leur, la gouvernant pendant plus de 500 ans, jusqu'à l'invasion normande de 1066. Selon l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède, au début du vieux siècle, une figure puissante émergea dans la Bretagne post-romaine. Vortigern, un chef de guerre souvent considéré comme un roi des Bretons. Il était considéré comme le dirigeant le plus influent du pays à cette époque, s'efforçant de défendre son territoire contre les raids constants des Pictes et des Scots. Dans une décision fatidique, Vortigern invita les Angles, les Saxons et les Jutes, des tribus germaniques venues d'outre-mer, à servir d'alliés dans sa lutte. Les premiers chefs de ces guerriers étrangers étaient deux frères légendaires, Hengist et Horsa. Salués comme des descendants du dieu Woden, on disait qu'ils possédaient une lignée divine et qu'ils étaient entourés d'une aura de mythe et de puissance. Selon la chronique anglo-saxonne, les deux frères ont débarqué à Ebbsfleet en l'an 449 après Jésus-Christ. Là, ils menèrent leurs guerriers à la victoire contre les Pictes, chaque fois qu'ils les rencontraient au combat, encouragés par leur premier succès et attirés par les terres fertiles de la Bretagne. Hengist et Horsa envoyèrent un message dans leur patrie, parlant de la faiblesse des Bretons et de la richesse de la terre. Les deux frères demandèrent des renforts et leur appel fut entendu. Bientôt des vagues de colons arrivèrent. Les Saxons s'établirent dans l'Essex, le Sussex et le Wessex. Les Jutes prirent le Kent, l'île de Wight et des parties du Hampshire, tandis que les Angles s'étendirent en East Anglia, en Mercie et dans les territoires de Antilles du nord de Deira et Bernicia, des régions qui formeraient plus tard le royaume de Northumbrie. Cependant, l'alliance entre Vortigern et les Saxons ne dura pas. Selon l'histoire des rois de Bretagne, bien que largement considéré comme légendaire plutôt que factuel, un récit central émerge. Vortigern était tombé amoureux de Rowena, la belle-fille de Hengist. Saisissant l'occasion, Hengist la donna à Vortigern en mariage, utilisant cette union pour tisser une toile de tromperie. Son objectif n'était pas simplement une alliance, mais la conquête. Avec une diplomatie rusée, Hengist convainquit Vortigern de permettre à encore plus de ses compatriotes de s'installer sous prétexte de protéger la Bretagne. À mesure que les Saxons gagnaient en puissance, la dépendance de Vortigern à leur égard augmentait également. Les Bretons ne tardèrent pas à devenir méfiants. Les tensions montèrent et un conflit éclata entre les deux groupes. Des batailles éclatèrent bientôt et lors de l'une d'elles, Horsa tomba. Pour rétablir la paix, Vortigern et Hengist convinrent de tenir un conseil. La réunion devait avoir lieu lors d'un grand banquet et il fut décidé qu'aucune arme ne serait apportée.
un rassemblement de paix, non de guerre. Mais Hengist avait des intentions plus sombres. En secret, il ordonna à chacun de ses hommes de cacher une longue dague sous leur manteau. Lorsque le vin coulait à flot et que les Bretons avaient baissé leur garde, Hengist lança un ordre, un commandement que les Bretons, ignorant sa signification, ne comprirent pas. Les Saxons dégainèrent leurs lames cachées et tuèrent tous les Bretons à leur côté. Dans le chaos, Vortigern fut fait prisonnier. Tenant maintenant le roi entre ses mains, Hengist exigea le contrôle des villes fortifiées et des bastions de la Bretagne, sinon Vortigern perdrait la vie. Impuissant et humilié, Vortigern céda. Avec la Bretagne sans chef et brisée, Hengist mena son armée à travers le pays, ravageant la campagne. Il occupa Londres, puis s'empara de Winchester, d'York et de Lincoln, incendiant les villes et massacrant sur son passage. Hengist couronna son triomphe en s'emparant du Kent, devenant ainsi son premier roi anglo-saxon et fondant une lignée royale qui régnerait pendant des générations. La chronique anglo-saxonne rapporte qu'en l'an 457, Hengist et son fils Esque combattirent d'or les Bretons à Crayford en tuant 4000 et poussant les survivants, terrifiés, à se réfugier à Londres. La dernière mention de Hengist apparaît dans la chronique en l'an 473. Il est écrit « Cette année-là, Hengist et Esque combattirent les Gallois, prirent d'innombrables butins et les Gallois fuirent devant les angles comme devant le feu. » Ces récits dépeignent Hengist comme un guerrier redoutable et un chef rusé, dont la force au combat éclipsait celle de nombreuses tribus rivales en Bretagne. Sous sa direction, les Saxons ont établi leur premier royaume sur le sol britannique. Mais ce n'était que le début. Un royaume avait été forgé et beaucoup d'autres allaient en suivre, alors que les Anglo-Saxons imposaient un nouvel ordre, sur les ruines de la Bretagne romaine. La région qui deviendrait un jour l'Est-Anglie semble avoir connu une dépopulation importante au cours du IVe siècle. Autrefois patrie des Icènes, une ancienne tribu de l'Est de la Bretagne durant la première époque romaine, elle est peu à peu tombée dans le silence, son peuple dispersé ou absorbé par les courants changeants de la Bretagne post-romaine. Les débuts de l'histoire de l'Est-Anglie restent en grande partie obscurs, car peu de documents ont survécu à cette période formatrice. La plupart de ces chartes royales et de ces documents écrits ont été perdus, probablement détruits traînant dans les incendies et la violence apportée par la grande armée païenne au IXe siècle. Pourtant, des fragments subsistent, offrant des aperçus de ces débuts obscurs. Notre connaissance des premiers rois de l'Est-Anglie est en partie préservée grâce à des sources ultérieures, telles que la chronique anglo-saxonne et l'histoire du peuple anglais de Bède, écrite bien après la fondation du royaume. Les premiers souverains appartenaient à une dynastie connue sous le nom des Wulfing, nommée d'après son fondateur semi-légendaire, Wuffa. Son nom, que l'on pense signifier « petit loup », suggère que les Wulfing peuvent être interprétés comme la parenté du loup. Selon le chroniqueur du XIIIe siècle Roger de Wendover, Wuffa régna de l'an 571 à 578, bien que la source originale de cette information reste incertaine. Les preuves archéologiques, y compris les sites funéraires et les vestiges de colonies, soutiennent l'idée d'une migration à grande échelle en Anglie de l'Est par des peuples germanophones. Des simulations modernes suggèrent qu'un mouvement d'environ 250 000 migrants du Danemark vers l'Anglie de l'Est aurait pu se produire en quelques décennies. Pourtant, il reste incertain si tous ces nouveaux arrivants se considéraient comme des Angles, ou s'ils provenaient d'une gamme plus diversifiée d'identités tribales. On ne sait rien de façon définitive sur les premiers rois, ni sur la manière dont leur règne était structuré. Cependant, une possible résidence de l'autorité royale pourrait être indiquée par les riches sépultures de navires de Sutton Hoo, dans l'est du Suffolk, un site qui suggère un peuple à la fois marin et noble, forgeant un royaume au milieu des ruines de la Bretagne romaine.
Ainsi, l'invasion et la colonisation de l'Est-Anglie, les batailles menées sur son sol et les véritables origines de sa monarchie demeurent perdues dans le temps. Selon la chronique anglo-saxonne, l'année 495 marque l'arrivée de Cerdic et de son fils Cynric sur les côtes de la Bretagne, avec une flotte de 5 navires. Ils ont débarqué à un endroit appelé Cerdic's Ore, que l'on pense être situé dans l'actuel Hampshire. En l'an 508, Cerdic aurait affronté un roi nommé Nathan Leod, qu'il tua ainsi que 5000 de ses guerriers, remportant une victoire décisive et sanglante. Il a fondé le royaume de Wessex en l'an 519. Parmi les conquêtes de Cerdic figurait l'île de Wight, un prix stratégique qu'il accorda plus tard à ses parents, Stuf et Witger. Cet acte n'a pas seulement étendu son influence, mais a aussi jeté les bases de la future domination saxonne dans le sud. Pourtant, les débuts de l'histoire du Wessex, tels qu'ils sont rapportés dans la chronique, ne sont pas exempts d'incertitudes. Les chercheurs ont relevé des incohérences, des récits répétés, des dates contradictoires et des embellissements légendaires, qui jettent le doute sur la stricte fiabilité du récit. Pourtant, le nom de Cerdic occupe une place importante dans la lignée royale. Parmi ceux qui revendiquaient cette prestigieuse ascendance figurait Egbert, le roi du Wessex, considéré comme l'ancêtre de la maison royale anglaise. De l'arrivée légendaire de Cerdic naquit une dynastie qui, un jour, unirait les royaumes anglais et façonnerait le destin même de la Grande-Bretagne. L'évolution précoce de la Mercie demeure plus enveloppée de mystères que les origines mieux documentées de la Northumbrie, du Kent ou même du Wessex. Contrairement à ses voisins, l'émergence de la Mercie fut progressive et son ascension vers le pouvoir est obscurcie par les brumes du temps. Bien qu'elle ait fini par développer une structure politique redoutable, le royaume a adopté le christianisme plus tard que la plupart de ses homologues anglo-saxons. Le nom même de Mercie vient de l'ancien anglais et signifie « peuple de la frontière », un titre qui évoque les origines du royaume. Le long de la frontière instable entre les Bretons, autochtones, souvent appelés les Gallois, et les colons anglo-saxons envahissants. Cette position allait façonner l'identité de la Mercie ainsi que son destin. Le premier personnage mentionné comme roi de Mercie est Créoda, qui serait, selon les récits, l'arrière-petit-fils d'Aesil. Aux alentours de l'an 584, Créoda établit une forteresse à Tamworth, qui deviendra plus tard le siège royal des rois de Mercie. Pourtant, même avant Créoda, la tradition évoque Aesil, considéré comme le premier véritable roi de Mercie et le dernier souverain des Angles, dans leur patrie continentale d'Angelen, une péninsule sur la côte baltique du Jutland. Né vers l'an 460, on dit qu'il aurait migré en Bretagne vers l'an 515. La même année, selon des sources ultérieures, il aurait pris la royauté dans une région qui allait devenir la Mercie. En l'an 527, Aezel avait conduit son peuple à travers l'Est-Anglie et jusque sur le territoire mercien. Une chronique du XIIIe siècle, les Flores Historiarum, rapporte que des païens sont venus d'Allemagne et ont occupé l'Est-Anglie, c'est-à-dire le pays des Angles de l'Est, et que certains d'entre eux ont envahi la Mercie et mené la guerre contre les Bretons. À la mort d'Aezel, vers l'an 535, il aurait contrôlé d'importantes parties de l'Est-Anglie et de la Mercie, ce qui lui valut la reconnaissance en tant que premier véritable souverain du royaume myrcien. Aezel a fondé la maison royale d'Aezel, également connue sous le nom des Eastlinger, une dynastie qui atteindra son apogée sous le règne du roi Offa de Mercie au 8e siècle. Offa atteignit un niveau de domination inégalé par tout autre souverain anglo-saxon avant lui, se présentant comme le roi des Anglais et exerçant son autorité sur une grande partie du sud de la Bretagne. Cependant, le pouvoir des Islinga déclina rapidement après la mort d'Offa et leur emprise sur la Mercie s'estompa bientôt. Ainsi, l'histoire de la naissance de la Mercie reste en grande partie méconnue,
Ses fondations enfouirent dans des batailles oubliées, des alliances et des actes non consignés. Elle s'est élevée des terres frontalières comme un royaume forgé dans le conflit, et bien que ses premières chroniques soient perdues, son héritage résonnerait à travers l'histoire de l'Angleterre. La Northumbrie, le grand royaume du nord des Angles, s'étendait sur ce qui est aujourd'hui le nord de l'Angleterre et le sud-est de l'Écosse. À ses débuts, elle n'existait pas comme un seul royaume, mais comme deux royaumes distincts, Bernicie au nord et Deira au sud. Le premier souverain connu de Bernicie était Ida, une figure entourée de mystères. Monté au pouvoir en l'an 547, il régna jusqu'en l'an 559, bien que peu de choses subsistent sur les détails de sa vie. Ida était reconnu comme le père fondateur d'une lignée royale qui donnera naissance au roi de Northumbrie. Sa lignée allait façonner le destin du nord de la Bretagne. Selon la chronique anglo-saxonne, Ida a régné pendant 12 ans et a établi sa forteresse à Bambra. Cette forteresse allait devenir le siège des rois berniciens et un symbole de pouvoir durable. Les fils d'Ida ont hérité à la fois de son ambition et de ses combats. Pendant des années, ils menèrent la guerre contre une confédération de royaumes bretons, déterminés à résister à l'avancée des Angles. Cependant, l'alliance des souverains autochtones, redoutable dans l'unité, finit par s'effondrer dans la discorde interne et la guerre civile, ouvrant la voie à la lignée bernésienne pour s'étendre vers le sud et plus tard forger le Royaume-Uni de Northumbrie. Ainsi, des hauteurs balayées par les vents de Bambourg et des champs ensanglantés du nord de la Bretagne, le royaume de Northumbrie s'éleva, ses fondations posées dans la conquête, son héritage porté par des rois descendants d'Ida, la première flamme du règne anglican dans le nord. Il reste incertain que Deira ait jamais été un royaume brittonique indépendant. Aucun souverain britannique n'a été définitivement associé à la région dans les généalogies, la poésie ou les chroniques de l'époque qui nous sont parvenues, laissant ainsi ses origines plongées dans le silence. Selon la chronique anglo-saxonne, un souverain nommé Ella est monté au pouvoir en l'an 560, bien que la chronique fasse référence à son royaume sous le nom de Northumbrie. En réalité, le territoire était encore divisé à cette époque entre deux royaumes distincts, Deira au sud et Bernicie au nord. Les circonstances de la mort d'Ella sont entourées d'ambiguïté. La chronique indique simplement qu'il est décédé en l'an 588, mais une source ultérieure affirme une fin plus violente, disant qu'Ella a été tuée par Æthelfrith, un fils d'Æthelric et héritier du trône de Bernicie. Ce récit cependant est contredit par le vénérable Bède, qui écrit qu'Ella régnait encore en l'an 597, l'année où Augustin de Cantorbéry arriva en Bretagne pour sa mission chrétienne. Quelles que soient pour les précisions, un fait demeure clair. Après la mort d'Ella, ses proches furent contraints à l'exil et les souverains de Bernicie prirent rapidement le contrôle de Deira. Par cet acte de conquête et d'unification, les deux royaumes autrefois rivaux furent réunis en un seul royaume, la Northumbrie, destiné à devenir l'un des plus puissants et des plus riches culturellement des royaumes anglo-saxons. La question du nombre d'anglo-saxons arrivés en Bretagne et du nombre de Bretons autochtones ayant survécu à leur venue suscite depuis longtemps un vif débat parmi les chercheurs. Ce que l'on sait, c'est que Hengist et Horsa furent parmi les premières grandes figures à débarquer sur les côtes de la Bretagne, remportant de premières victoires contre les peuples autochtones de l'île et s'imposant comme rois. Leurs triomphes ont ouvert les vannes. Dans leur sillage, une vague continue d'Angles, de Saxons et de Jutes a suivi, dont beaucoup allaient fonder les royaumes qui émergèrent des cendres de la guerre. À la suite de l'arrivée des Anglo-Saxons, le paysage culturel et linguistique de la Grande-Bretagne a changé de façon spectaculaire. Les langues brittoniques et latines, autrefois parlées dans les basses terres, disparurent, remplacées par l'anglo-saxon,
l'ancêtre direct de la langue que nous parlons aujourd'hui. Les nouveaux arrivants ont introduit de nouveaux modes de vie. Les villages ruraux ont vu l'apparition de bâtiments distincts. Les pratiques funéraires ont également changé, tout comme les objets enterrés avec les morts. Phoebe's Poetry's Arms. Des objets étonnamment similaires à ceux trouvés dans les sites funéraires de l'autre côté de la mer du Nord. Même la religion a été transformée. Les Britanniques autochtones étaient un peuple diversifié. Certains s'accrochaient encore aux anciennes croyances polythéistes, d'autres pratiquaient une forme de christianisme hérité de l'époque romaine. Les anglo-saxons, cependant, ont apporté avec eux les dieux de leur terre germanique. On disait que leur roi descendait d'Orm de Boden lui-même, revendiquant une ascendance divine pour renforcer leur pouvoir. Beaucoup de choses restent incertaines. L'ampleur, la chronologie et la nature de l'installation anglo-saxonne font encore l'objet de débats acharnés. Les textes médiévaux décrivent la conquête saxonne et la violence au Ve siècle, mais ils sont souvent vagues, teintés de légendes et manquent tant de détails concrets. L'absence quasi totale d'influence celtique ou latine dans la langue vieille anglaise suggère une domination soudaine et écrasante des locuteurs germaniques, ce qui pourrait impliquer soit le déplacement, soit l'assimilation de la population autochtone. Après l'arrivée légendaire de Hengist et Horsa, en l'an 449, le royaume de Kent émergea rapidement. Au cours des décennies qui suivirent, Aedsel fonda la Mercie vers l'an 515, Cerdic établit le Wessex en l'an 519, Ida fonda le royaume du nord de Bernicie en 547, Ella créa le royaume du sud de Dera en l'an 560 et Wuffa établit l'Est-Anglie en l'an 571. En un peu plus d'un siècle, tous les grands royaumes anglo-saxons étaient nés. Les Bretons autochtones avaient soit été chassés de leurs terres, soit été dépassés sous la domination de leurs nouveaux seigneurs, victimes d'une transformation radicale, désormais voilée par le silence des batailles oubliées et des chroniques perdues. L'histoire de l'invasion anglo-saxonne demeure l'une des grandes énigmes de l'histoire britannique. Peu de sources fiables subsistent pour en éclairer toute l'ampleur. Pourtant, ce qui ne peut être nié, c'est son issue. En l'espace d'un seul siècle, les anglo-saxons s'étaient emparés de la terre et s'étaient couronnés rois. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profiles.